La Terre, il y a 440 millions d'années. Un univers aquatique, peuplé de créatures extraordinaires. Mais une tueuse, venue de l'espace, menace ce paradis océanique. Depuis la naissance de la Terre, plusieurs catastrophes naturelles ont entraîné la disparition de nombreuses espèces. Pourtant, chaque fois que l'anéantissement total semblait inévitable, la nature a fait preuve d'une résistance inattendue. Des extinctions massives sont survenues dans le passé. Elles pourraient bien se reproduire un jour. Face au déchaînement des éléments, les espèces les mieux armées ne sont pas forcément celles que l'on croit. Voici l'histoire des premiers désastres naturels majeurs subis par la planète Terre et ses habitants. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Charles Darwin, 1859. La première extinction massive de la vie sur notre planète a commencé il y a 440 millions d'années, longtemps avant la naissance de l'humanité et des dinosaures. D'après une théorie controversée, un cataclysme aurait eu lieu à 6000 années-lumière de la Terre. Dans la Voie lactée, une étoile mourante explose en supernova. De puissantes radiations d'énergie jaillissent de ses pôles. C'est une explosion de rayons gamma, le phénomène le plus violent que puisse connaître l'univers. En 10 secondes, elle produit plus d'énergie qu'un millier de soleils. Ces rayons mortels zèbrent le cosmos à la vitesse de la lumière en direction d'une petite planète bleue, la Terre. Si l'explosion avait eu lieu plus près, elle aurait soufflé l'atmosphère terrestre. Imaginez-vous assis tranquillement dehors par une belle journée quand soudain, où est passé l'oxygène? Il a été absorbé par l'espace. L'explosion de rayons gamma est ce qu'il y a de plus destructeur pour l'univers. Si elle se produisait trop près de nous, aucune forme de vie ne pourrait y résister. Elle réduirait en cendres la surface de la Terre, la brûlerait littéralement. Rien ne serait épargné. Personne ne sait avec certitude ce qui a provoqué cette première extinction massive. Mais la théorie des rayons gamma, soutenue par certains scientifiques, peut expliquer cette destruction d'envergure. À des milliers d'années-lumière de la supernova, la Terre est pour l'instant à l'abri des bouleversements de l'univers. Voici notre planète il y a 440 millions d'années, durant l'Ordovicien. Elle est alors très différente d'aujourd'hui. La dérive des continents n'a pas encore eu lieu. Le Gondwana englobe l'Inde et l'Australie, l'Afrique et l'Arabie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Des régions de l'Amérique du Nord et de l'Europe sont concentrées près de l'équateur. La planète est chaude et humide, et le niveau des mers est plus élevé de plusieurs centaines de mètres. Le gigantesque océan Pantalassa baigne la majeure partie de l'hémisphère nord. Il recouvre partiellement les continents, formant ce qu'on appelle des mers épicontinentales. Les mers épicontinentales étaient des environnements marins qui immergeaient en partie les continents. Durant l'Ordovicien, le niveau des mers était plus haut et la plupart des terres étaient sous l'eau. La surface de ce monde ressemble plus à Vénus qu'à notre Terre actuelle.
Le niveau d'oxygène est si bas que n'importe quel animal vivant à notre époque aurait des difficultés à respirer. Si un homme avait vécu pendant l'Ordovicien, la très faible concentration d'oxygène aurait rendu une simple promenade sur la plage extrêmement pénible. Les paysages devaient être désolés et très proches de la vallée de la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Californie. Pas de plantes, pas d'animaux. Par conséquent, il devait régner un silence absolu. Aucun des sons associés à la vie animale dans une forêt, comme les chants d'oiseaux ou les bruits d'insectes, ne devait se faire entendre durant l'Ordovicien. La surface du globe est peut-être désolée, mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Cet univers aquatique grouillant de vie, situé dans la région de Las Vegas, sera un jour un désert. Mais pour l'heure, c'est un monde en pleine effervescence, un immense récif corallien, peuplé de créatures bizarroïdes. On croit souvent à tort qu'il y a 500 millions d'années, la planète était déserte. Bien au contraire, elle était très peuplée, mais différemment d'aujourd'hui. Il y avait sûrement des animaux au fond des océans, dans la colonne d'eau, dans et sur les sédiments. La majeure partie de l'Ouest américain était un habitat aquatique peu profond. Les régions du centre et de l'Est, jusqu'aux Appalaches, étaient des univers marins totalement différents de ceux d'aujourd'hui. Des récifs identiques à celui-ci tapissent le globe. Leurs eaux chaudes et ensoleillées sont idéales pour le développement des organismes vivants. Le long de ces récifs, des trilobites de 60 cm de long errent en quête de nourriture. Ces créatures travailleuses, proches des fourmis, aspirent le fond océanique et le débarrassent du plancton mort, des morceaux d'algues et même des déjections animales. Elles partagent leur territoire avec un nouvel arrivant, l'astrapis, l'une des rares espèces primitives de poissons. Longues de seulement 15 cm, ces petites bêtes auraient tenu dans la paume de la main. Elles présentent une mutation encore jamais vue, une épine dorsale primitive. Des fossiles d'astrapis découverts au début du XXe siècle ont révélé l'existence d'une carapace osseuse externe qui devait protéger la colonne vertébrale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette créature est l'ancêtre de tous les vertébrés d'aujourd'hui. Elle a donné naissance aux oiseaux, aux reptiles, aux mammifères et donc aux hommes. Notre existence dépend exclusivement de la survie de cette espèce. Et pour l'instant, la chance ne semble pas de son côté. Ces créatures n'étaient pas efficaces pour plusieurs raisons. Ce n'étaient pas des prédateurs. Elles mangeaient seulement des microbes et des algues et c'étaient des proies. À l'autre extrémité de la chaîne alimentaire, un super prédateur règne sur l'océan. Un tueur sans pitié, redouté de tous. Le nautiloïde orthocère. Ce sont des carnivores, des bêtes qui mangent de la viande et qui ne sont jamais rassasiées. Un spécimen de 3,50 m devait être terrorisant. Je n'aurais pas aimé croiser un orthocère, car il m'aurait pris en chasse et dévoré sans hésiter. Grand requin blanc de son époque, l'orthocère est une machine de guerre de conception diabolique, à l'appétit insatiable, mesurant jusqu'à 6 mètres de long. Une coquille conique avec une chambre remplie d'air permet à cette bête de 1300 kg de flotter. Elle fend l'océan en recrachant l'eau qu'elle inspire par un petit tube musculaire situé à la base de sa coquille. C'est la version orthovicienne d'un moteur à propulsion à un détail près. L'orthocère nage beaucoup plus vite à reculons. Parce qu'il est équipé d'un système de propulsion, il ne nage pas de façon régulière comme un poisson, mais plutôt comme un piston, par à-coups. Si vous suiviez un orthocère, il vous faudrait faire le tour de sa coquille pour le voir nager, car sa tête et ses tentacules sont à l'envers.
La suprématie de l'orthocère ne suffit pas à dissuader un fervent prétendant au trône. Le scorpion de mer géant, appelé Euryptéride, défie régulièrement l'orthocère sur son terrain de chasse. Aussi repoussant soit-il, le scorpion terrestre n'arrive pas à la cheville du scorpion de mer. C'était une créature énorme. Je parle de monstres de 100 ou 130 kilos. C'est le plus gros arthropode de l'histoire de la planète. L'Euryptéride est gigantesque. Il mesure 2 mètres de long. Ses pattes, appelées chélicères, sont couvertes de piquants. Le dernier chélicère est aplati et forme comme une nageoire qui lui permet de nager. Ces duels face à l'orthocère sont de véritables combats de science-fiction. On aurait pu vendre des billets pour regarder ces deux-là s'affronter. Je donnerais tout pour voir un Euryptéride s'attaquer à un orthocère. Mais bientôt, les règles du jeu vont changer à jamais. Les rayons gamma ont déjà pénétré dans notre système solaire et percé la ceinture astéroïde. Une explosion de rayons gamma est extrêmement rare. D'après les scientifiques, elle ne se produirait que tous les 500 millions d'années. Celle-ci frappera la planète Terre avant la fin du jour. Car ce qui est né doit sûrement mourir, et ce qui est mort doit renaître. Bhagavad Gita, 5e siècle avant Jésus-Christ. Les rayons gamma, des radiations électromagnétiques proches des rayons X, ont des conséquences dramatiques. Il ne leur faut que quelques heures pour traverser l'intégralité du système solaire à la vitesse de la lumière. Et une explosion de rayons gamma frappe toujours sans prévenir. Le moment est venu. Les rayons gamma percent la couche supérieure de l'atmosphère avec une force titanesque. Leur beauté n'altère pas leur impact destructeur. Les rayons mortels anéantissent les molécules d'air, soufflant littéralement l'atmosphère. Prenez l'arsenal nucléaire des États-Unis et de la Russie. Si l'on devait déclencher leurs bombes simultanément, la quantité d'énergie libérée serait minuscule par rapport à la quantité d'énergie libérée lors d'une explosion de rayons gamma. 10 secondes seulement après l'explosion, le son et lumière laissent place à un calme olympien. On est en plein jour. Et pourtant, une étrange étoile accompagne le soleil. Ce sont les réminiscences de la supernova qui brilleront quelques mois avant de disparaître. Sur cette terre désolée, le cataclysme fait l'effet d'un spectacle grandiose joué dans un théâtre vide. La vie reprend son cours. Mais l'avenir de chaque espèce
quelle que soit sa taille ou sa force, ne tient plus qu'à un fil. « 24 heures se sont écoulées depuis l'explosion. L'extinction commence à un niveau microscopique. Dans les couches supérieures de l'atmosphère, les rayons gamma ont détruit 30% de la couche d'ozone. Les ultraviolets du soleil pénètrent à loisir. La lumière crue est intolérable, 50 fois plus intense qu'en plein désert du Sahara. Disons simplement que si des rayons gamma atteignaient la planète, tous les salons de bronzage pourraient mettre la clé sous la porte. Toute créature sur Terre serait littéralement rôtie. Invisible à l'œil nu, le plancton est le premier à en ressentir les effets. Lorsque l'on observe une goutte d'océan au microscope, on voit grouiller toutes sortes d'organismes minuscules. C'est l'alimentation des créatures plus grosses. Le soleil, source de vie, brûle désormais la majeure partie de ces organismes. La base de la chaîne alimentaire est totalement éradiquée. Si l'on détruit le phytoplancton, les premiers à en souffrir sont les spécimens qui s'en nourrissent. Il s'agit souvent de tout petits animaux, surtout des arthropodes. Le manque de nourriture associé à la lumière crue du soleil sème la panique parmi les mangeurs de plancton. Pour de nombreux trilobites, l'eau de surface est un lieu d'incubation idéal. Mais les larves ne peuvent pas survivre à l'intensité des rayons solaires. C'est comme une bombe atomique. On ne voit pas les radiations car elles sont invisibles. On tombe malade, mais on ne sait pas pourquoi. C'est dans l'air. Avec la mort de nombreux coraux et d'autres animaux, toute la chaîne alimentaire se désintègre. On assiste à un véritable effet domino. Les ultraviolets sont encore plus nocifs aux tropiques, où les récifs coralliens meurent peu à peu. Le phénomène s'étend. Aux 4 coins du globe, les coraux sont décimés par la famine. La catastrophe remonte la chaîne alimentaire. De plus en plus d'animaux souffrent de sous-alimentation. Semaine après semaine, les récifs s'éteignent. Le corail est une matière animale, mais il est aussi composé d'une algue minuscule incrustée dans sa chair, la zooxanthelle. Cette algue a progressivement quitté la chair du corail et très vite, il a perdu sa couleur et pris une teinte grisâtre. « 3 mois seulement se sont écoulés. Et déjà, les effets secondaires des rayons gamma se font ressentir au niveau planétaire. Pour les nautiloïdes enroulés, la saison des amours bat son plein. Ses cousins des orthocères sont généralement plus petits. Mais leur coquille en escargot est bien plus manœuvrable que sa version conique. Les rites reproducteurs sont plus importants que jamais, car cette fois, la survie de l'espèce est en jeu. Les femelles traquent les mâles. Plus leur coquille est colorée, plus ils ont de chances de les séduire. La reproduction a joué un rôle fondamental dans la survie de ces espèces. La façon dont elles se sont reproduites a autant compté que leur mode de vie. Le monde s'écroule autour de cette femelle. Mais elle est bien décidée à assurer l'avenir de sa progéniture. Ses œufs incuberont pendant 8 mois. Seul le temps dira si les efforts de cette future mère porteront leurs fruits. La famine se généralise. Les plus faibles sont les premiers à succomber. Dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique, des prédateurs tels que les euryptérides ont recours à des mesures drastiques pour rester en vie.
D'ordinaire, ils ne se démèneraient pas pour l'Astrapis, mais la faim les contraint à manger ce qu'ils trouvent. Même des cadavres d'orthocères. Les gros carnivores qui mangeaient des animaux vivants et parfois des charognes ont sûrement résisté assez longtemps. Mais ils étaient condamnés au même titre que les autres, car la destruction de la chaîne alimentaire a eu un effet boule de neige sur tout l'écosystème. Le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord, les orthocères géants désertent les récifs mourants en quête de nourriture. Ils rejoignent les eaux saumâtres, où règnent les euryptérides. Leur irruption en territoire ennemi réveille les anciennes luttes de pouvoir entre les deux espèces rivales. C'est peut-être le territoire des euryptérides, mais la chance est toujours du côté du plus fort. Les orthocères s'adonnent à un véritable festin. Seuls quelques euryptérides parviennent à leur échapper. La famine n'épargne personne. À mesure que les effets des rayons gamma s'intensifient, l'extinction menace toutes les espèces. Du plancton microscopique à l'orthocère géant, sans oublier notre ancêtre vertébré, l'Astrapis. Si toutes ces créatures disparaissent, l'avenir de la planète est compromis. Les extinctions massives sont l'un des sujets les plus controversés en paléontologie. La rareté des fossiles, les découvertes contradictoires et la difficulté de vérifier les causes des cataclysmes alimentent un débat passionné. Comment les scientifiques peuvent-ils affirmer que ces extinctions ont réellement eu lieu ? La Terre détient la clé du mystère. Quand les géologues ont vraiment commencé à s'intéresser aux fossiles, ils ont découvert qu'ils n'étaient présents que sur une catégorie précise de roches. Avec la division de la roche, la plupart de ces traces de vie ont disparu. Sans le savoir, ces géologues venaient de découvrir la preuve d'une extinction massive. Aujourd'hui, les scientifiques continuent de scruter les roches du monde entier à la recherche d'indices sur la véritable nature de ces catastrophes. Dans le désert de l'Ouest américain, les formations rocheuses qui constituaient jadis le fond océanique contiennent des milliers de créatures fossilisées. Ces rochers détiennent des preuves de la disparition de nombreuses espèces durant l'Ordovicien. Ces fossiles ont été cassés en plusieurs morceaux. Ils ont essuyé une tempête, ce qui rend la roche bien plus difficile à analyser, mais aussi plus riche, car on y découvre beaucoup de fossiles. Celle-ci a de jolis coraux de type rugosa, des coraux solitaires. Les cercles, avec le petit trou au centre, représentent des tiges de crinoïdes. Ce sont des échinodermes, proches des étoiles de mer, qui vivaient accrochés au fond marin. Les brachiopodes étaient des animaux à coquilles bivalves. Ils n'étaient pas de la famille des mollusques, mais formaient une famille isolée, prédominante pendant l'Ordovicien. Grâce aux fossiles découverts dans ces rochers, les scientifiques élucident peu à peu le mystère de cette première extinction massive des espèces. La théorie de la formation d'une supernova à des milliers d'années-lumière de la Terre est l'une de leurs hypothèses. Les rayons gamma générés par l'explosion auraient entraîné une réaction en chaîne menaçant toute vie sur Terre, présente et à venir.
8 mois après le cataclysme, le monde a changé de visage. Les molécules éclatées de l'atmosphère tourbillonnent autour du globe, créant un mélange de gaz toxiques. En s'alignant de nouveau, les atomes forment du dioxyde d'azote, un gaz brunâtre et nocif. Une épaisse couche d'air putride obstrue 50% des rayons solaires et la température descend jusqu'à moins 12 degrés. En Europe du Nord, la chute des températures menace les nautiloïdes. Leurs œufs, pondus il y a plusieurs mois, ne se développent pas normalement. Le froid a ralenti la croissance embryonnaire, favorisant l'apparition de bactéries. L'espèce est en danger. Les organismes vivants sont adaptés à leur environnement. Si celui-ci est modifié, ils sont menacés. S'ils changent radicalement, ils meurent. S'ils ne changent qu'un peu, ils survivent, mais ne se reproduisent plus. Les quelques rescapés de l'incubation voient le jour dans un monde chaotique. Ils passeront la majeure partie de leur courte vie à chercher de la nourriture. Ils sont pourtant mieux lotis que d'autres. Leur solide coquille leur permet de vivre en eau profonde, à l'abri des pires effets du refroidissement climatique. « 10 ans se sont écoulés depuis l'explosion de rayons gamma. Au sud du Mexique actuel, la métamorphose est saisissante. La température de ce récif a chuté de 20 degrés et accéléré la destruction de la chaîne alimentaire. Cet habitat jadis florissant n'est plus qu'un tombeau ouvert. À mesure que les températures chutaient, les animaux capables de se déplacer sont partis. Mais pendant l'Ordovicien, très peu étaient mobiles. Les coraux, les brachiopodes, les éponges, ils restaient fidèles à leur mère natale pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire est arrivé, ils sont morts. La coquille de la plupart des habitants d'un récif est constituée de carbonate de calcium, qui est très difficile à sécréter dans l'eau froide. Survivre est devenu une véritable épreuve de force pour ces animaux qui ne pouvaient plus fabriquer autant de carbonate de calcium. Et ils ont fini par disparaître. Voici une autre conséquence du refroidissement global. Un climat rude et imprévisible. Jusqu'alors, le temps était d'une grande stabilité. Pour la première fois depuis des millions d'années, les écarts de température importants créent de forts courants océaniques porteurs de violentes perturbations. Un ouragan de catégorie 5 balaie continuellement la planète. Les animaux affaiblis sont projetés contre les rochers. Ceux qui peuvent encore le faire vont chercher refuge loin des eaux turbulentes de surface. L'une des solutions pour ces animaux était de plonger. Et leur instinct de survie les a certainement conduits à le faire. Imaginez le spectacle de tous ces orthocères en train de plonger tête la première par bancs entiers. Mais les profondeurs ont aussi leur lot de dangers. La pression de l'eau est trop forte pour ces longues coquilles. Ironie du sort, le plus grand prédateur du globe est impuissant dans ce nouvel environnement. Leurs cousins nautiloïdes possèdent une coquille plus robuste qui leur permet d'attendre que l'orage passe dans des eaux moins agitées.
À longueur d'année, de violentes tempêtes battent la planète. L'avenir du monde est compromis. Des cadavres s'échouent sur les côtes. Sans créatures terrestres pour les dévorer, les corps s'empilent par milliers. « 500 ans après l'explosion des rayons gamma, un tiers de la faune s'est éteinte. Et les créatures qui luttent encore ont peu d'espoir. Toute forme de vie sur Terre est menacée d'extinction. « 150 000 ans après l'explosion des rayons gamma, il ne reste presque rien de la vie sur Terre. Les quelques espèces rescapées sont constamment affamées. Les orthocères, jadis seigneurs invincibles de l'océan, sont désormais des charognards faibles et maladifs. Pour eux, le monde est radicalement différent. Année après année, la planète se refroidit considérablement. C'est le début d'une nouvelle ère glaciaire. La neige s'entasse au pôle sud. Au fil des siècles, elle se densifie pour former d'immenses glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui rampent doucement vers le nord, en longeant le Gondwana. Les glaciers aspirent au passage de grandes quantités d'océan, faisant chuter le niveau des mers jusqu'à 60 mètres. Les océans ont été vidés de leur eau et le niveau des mers a baissé. Plus il y avait de glace, plus les océans étaient bas. La glace a fini par drainer les hauts fonds au bord des continents et les animaux qui les peuplaient ont péri. L'assèchement des hauts fonds est encore plus fatal que l'explosion des rayons gamma. C'est le contraire de ce qui nous inquiète aujourd'hui. Actuellement, on a surtout peur de la fonte des glaces. Quand on regarde une carte des États-Unis, on se dit « la Floride va être engloutie, Manhattan va être engloutie et toutes les basses terres ». Mais là, c'est l'inverse. Car les continents se retrouvent soudain exposés aux éléments quand l'eau est aspirée par les glaciers. Contre toute attente, certains animaux se montrent incroyablement résistants à cette nouvelle ère glaciaire. Notre ancêtre vertébré, l'Astrapis, suit l'océan qui se retire. Il supporte mieux l'eau froide que n'importe quelle autre créature aquatique. Fort heureusement pour lui, c'est également un mangeur peu délicat, prêt à engloutir tout ce qu'il peut se mettre sous la dent. C'est également un mangeur peu délicat, prêt à engloutir tout ce qu'il peut se mettre sous la dent. Les gourmets avaient peu de chances de survivre. Il fallait être capable d'avaler tout et n'importe quoi quand la famine faisait rage. Les carnivores, qui se nourrissaient d'une proie en particulier, n'ont pas fait long feu le jour où cette proie s'est éteinte. L'Astrapis s'adapte et s'épanouit dans l'épreuve. Très vite, une nouvelle variété de poissons voit le jour. Chez cette nouvelle espèce, les arêtes et les muscles qui forment la première branchie endossent une nouvelle fonction, trier et faciliter l'absorption des aliments. Toutes les mâchoires des vertébrés d'aujourd'hui, qu'elles servent à broyer, à tuer ou tout simplement à parler, sont le résultat de cette formidable adaptation. Dans ce no man's land, l'Euryptéride aussi se montre pugnace. Ce prédateur a suivi le mouvement des océans et a survécu en prenant la place de l'orthocère dans la chaîne alimentaire. 2 fois plus petit que son rival, il a besoin de moins de nourriture, facteur crucial pour sa survie. Le long des côtes, la chute du niveau des mers crée d'étranges paysages. Les squelettes des récifs pointent à la surface. Là où régnaient jadis les orthocères,
une poignée de rescapés épuisés arpentent les environs en quête de nourriture. Beaucoup d'animaux et de plantes ont une capacité d'adaptation réduite. Tout refroidissement, surtout pour les créatures tropicales, est synonyme de mort. Enfermez l'île d'Hawaï sous un grand bocal en verre, maintenez-le au frais pendant 3 mois, et vous verrez combien de plantes survivent. À mesure que les glaciers envahissent les subtropiques, des icebergs gigantesques font leur apparition. Sous la surface, ils menacent de tout détruire sur leur passage. Tandis que ces montagnes de glace dérivent lentement vers l'équateur, des coraux vieux de plusieurs milliers d'années sont écrasés et broyés, provoquant de terribles dégâts. « 250 000 ans après l'explosion des rayons gamma, le niveau des mers continue de baisser. Des milliers de kilomètres carrés d'habitats sous-marins sont exposés à la rigueur du climat en surface. Le soleil, le vent et la pluie érodent les récifs et les transforment en de vastes déserts. Année après année, le peu de vie qui reste suit le mouvement des océans et les habitats aquatiques se réduisent. C'était une migration forcée, une migration vers un monde meilleur, mais rien n'était moins sûr. La température de l'eau et des courants avait changé. Le climat en milieu tropical était devenu tempéré et puis froid. Tous ces éléments ont contribué à l'extinction de la plupart des espèces. Mais le processus n'est pas terminé. Quel moyen d'éviter que tout ne soit à la fin englouti dans la mort? Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ. 550 000 ans ont passé. Les températures glaciales ont eu raison des 2/3 du monde animal. Soudain, la planète se réchauffe et les glaciers fondent. Les espèces qui ont survécu à l'ère glaciaire sont confrontées à un nouveau bouleversement climatique. Et comme toujours, les animaux doivent s'adapter pour rester en vie. Quand on regarde l'extinction ordovicienne, on constate que seules les espèces les plus répandues ont survécu. Si la même espèce est présente sur 5 ou 6 continents, elle a de très bonnes chances de survie. Si elle n'est présente que sur un continent, elle s'éteindra probablement. L'orthocère fait un retour surprenant, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Lui qui mesurait plus de 6 mètres en fait aujourd'hui la moitié. Il est plus faible que son ancêtre et en permanence menacé. Contrairement à l'orthocère, l'Euryptéride s'est bien sorti de cette première extinction. La proie est devenue un féroce prédateur. Les océans se transforment en champs de bataille. Mais cette fois, l'Euryptéride fait la loi. Dans ce monde en évolution, le scorpion de mer manifeste un comportement des plus curieux. Après avoir tué sa proie, il traîne la carcasse vers le rivage. Plus étonnant encore, il s'aventure même sur Terre. Il est possible que la baisse du niveau des mers ait accéléré le développement de poumons chez les espèces. Dans l'abdomen de l'Euryptéride sont regroupées plusieurs poches d'air.
Le sang du scorpion circule par ses tissus et récupère l'oxygène. Une adaptation exceptionnelle, née de la volonté de survivre. Une extinction massive, c'est comme un jardin à la fin de l'hiver. Certaines plantes repoussent et de nouvelles apparaissent. Sans cette première extinction, je peux vous assurer que la faune et la flore qu'on rencontre sur Terre aujourd'hui seraient très différentes. Mais dans ces mêmes eaux, une autre évolution extraordinaire est en cours. Un petit groupe de poissons, cousins des astrapis, a développé une caractéristique unique. Ils se sont dotés de mâchoires. Ces poissons sont appelés acanthodiens. Ce sont des charognards. Grâce à leurs mâchoires, ils découpent la chair à même la carcasse, au lieu d'attendre que quelques restes dérivent jusqu'à eux. Ces poissons qui auparavant se nourrissaient d'algues gravissent peu à peu les échelons de la chaîne alimentaire. L'extinction massive a transformé les vainqueurs en vaincus et les proies en prédateurs. Les rôles sont inversés, mais le cycle de vie et de mort se poursuit. La vie continue. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour tuer et un temps pour guérir. L'Ecclésiaste, 3e siècle avant Jésus-Christ. « 700 000 ans ont passé depuis l'explosion des rayons gamma. La planète semble en phase de rémission. La Terre se réveille de sa torpeur glacée. Mais le bilan est lourd. Les plus touchés sont les récifs des mers peu profondes. Les récifs sont toujours les plus violemment touchés lors des extinctions massives, car les organismes qui y vivent sont très sensibles aux bouleversements extérieurs. Ils ont une capacité très réduite à changer d'environnement. Plus de 70% des espèces ont disparu à jamais de la surface du globe. On sait que les scientifiques ont établi l'existence d'environ 1 million d'espèces. Quand on parle de 70%, ça veut dire que 700 000 espèces se sont éteintes en une période relativement courte. Mais grâce à une formidable résistance de la nature, la vie reprend son cours. Lors de ce nouveau chapitre de l'histoire terrestre, le Silurien, des espèces étonnantes repeuplent les océans. 3 millions d'années se sont écoulées depuis le cataclysme. La Terre retrouve peu à peu son climat tropical. Le niveau des mers remonte et recrée de vastes habitats aquatiques où de drôles de créatures évoluent aux côtés d'animaux étrangement familiers. Les conséquences de l'extinction ordovicienne sont intéressantes. En termes de bouleversement écologique, c'est sûrement la moins dramatique des 5 grandes extinctions. Beaucoup d'animaux ont disparu, mais les différentes espèces qui ont évolué ensuite étaient en fait les mêmes. Au large des côtes, les acanthodiens, ces nouveaux poissons à mâchoires, nagent en compagnie de leurs cousins primitifs, les astrapis. Ils s'aventurent même dans les lacs et rivières des continents. Cette forme de vie autrefois rare et modeste prend désormais possession de la planète. Tous les poissons que nous connaissons aujourd'hui, le poisson-chat, l'espadon, le verron, le requin, descendent tout droit des poissons apparus à cette époque. Au fil des siècles, de nouvelles espèces extraordinaires voient le jour aux 4 coins du globe, sans se douter du douloureux passé de leurs ancêtres, ni de la fragilité de leur univers. Des prédateurs intrépides les guettent. Parmi eux, un gigantesque euryptéride.
Sans orthocère pour décimer l'espèce, ce scorpion de mer est devenu un véritable monstre. De la taille d'un crocodile, c'est le prédateur le plus redouté du début du Silurien. Ses pattes se terminaient par de longues aiguilles pour mieux attraper, éviscérer et déchiqueter ses proies. Ses mâchoires étaient énormes. Il devait nager assez vite, mais le plus effrayant chez lui, c'était sa taille. Les bancs de poissons sont des proies faciles pour cette bête capable de charger à une vitesse fulgurante. La force du nombre est la seule chance de ces victimes. Se déplacer en banc leur permet de perdre quelques individus sans pour autant mettre en danger la survie de la communauté. Les nouveaux habitats du Silurien continuent de se peupler. Le cœur du monde bat à nouveau. Lentement mais sûrement, des espèces variées envahissent et colonisent l'océan. Notre planète a connu plusieurs extinctions d'espèces. Personne ne sait quand la prochaine aura lieu. Mais le cycle de vie de l'univers veut que nous soyons à nouveau mis à l'épreuve. Si une explosion de rayons gamma devait un jour frapper la planète Terre, elle le ferait sans prévenir. Le destin est déjà en marche. Mais la théorie des rayons gamma, soutenue par certains scientifiques, peut expliquer cette destruction d'envergure. À des milliers d'années-lumière de la supernova, la Terre est pour l'instant à l'abri des bouleversements de l'univers. Voici notre planète il y a 440 millions d'années, durant l'Ordovicien. Elle est alors très différente d'aujourd'hui. La dérive des continents n'a pas encore eu lieu. Le Gondwana englobe l'Inde et l'Australie, l'Afrique et l'Arabie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Des régions de l'Amérique du Nord et de l'Europe sont concentrées près de l'équateur. La planète est chaude et humide, et le niveau des mers est plus élevé de plusieurs centaines de mètres. Le gigantesque océan Pantalassa baigne la majeure partie de l'hémisphère nord. Il recouvre partiellement les continents, formant ce qu'on appelle des mers épicontinentales. Les mers épicontinentales étaient des environnements marins qui immergeaient en partie les continents. Durant l'Ordovicien, le niveau des mers était plus haut et la plupart des terres étaient sous l'eau. La surface de ce monde ressemble plus à Vénus qu'à notre Terre actuelle. Le niveau d'oxygène est si bas que n'importe quel animal vivant à notre époque aurait des difficultés à respirer. Si un homme avait vécu pendant l'Ordovicien, la très faible concentration d'oxygène aurait rendu une simple promenade sur la plage extrêmement pénible. Les paysages devaient être désolés et très proches de la vallée de la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Californie. Pas de plantes, pas d'animaux. Par conséquent, il devait régner un silence absolu. Aucun des sons associés à la vie animale dans une forêt, comme les chants d'oiseaux ou les bruits d'insectes, ne devait se faire entendre durant l'Ordovicien. La surface du globe est peut-être désolée, mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Cet univers aquatique grouillant de vie, situé dans la région de Las Vegas, sera un jour un désert. Mais pour l'heure, c'est un monde en pleine effervescence, un immense récif corallien, peuplé de créatures bizarroïdes.
On croit souvent à tort. Sans le savoir, ces géologues venaient de découvrir la preuve d'une extinction massive. Aujourd'hui, les scientifiques continuent de scruter les roches du monde entier à la recherche d'indices sur la véritable nature de ces catastrophes. Dans le désert de l'Ouest américain, les formations rocheuses qui constituaient jadis le fond océanique contiennent des milliers de créatures fossilisées. Ces rochers détiennent des preuves de la disparition de nombreuses espèces durant l'Ordovicien. Ces fossiles ont été cassés en plusieurs morceaux. Ils ont essuyé une tempête, ce qui rend la roche bien plus difficile à analyser, mais aussi plus riche, car on y découvre beaucoup de fossiles. Celle-ci a de jolis coraux de type rugosa, des coraux solitaires. Les cercles, avec le petit trou au centre, représentent des tiges de crinoïdes. Ce sont des échinodermes, proches des étoiles de mer, qui vivaient accrochés au fond marin. Les brachiopodes étaient des animaux à coquilles bivalves. Ils n'étaient pas de la famille des mollusques, mais formaient une famille isolée, prédominante pendant l'Ordovicien. Grâce aux fossiles découverts dans ces rochers, les scientifiques élucident peu à peu le mystère de cette première extinction massive des espèces. La théorie de la formation d'une supernova à des milliers d'années-lumière de la Terre est l'une de leurs hypothèses. Les rayons gamma générés par l'explosion auraient entraîné une réaction en chaîne menaçant toute vie sur Terre, présente et à venir. 8 mois après le cataclysme, le monde a changé de visage. Les molécules éclatées de l'atmosphère tourbillonnent autour du globe, créant un mélange de gaz toxiques. En s'alignant de nouveau, les atomes forment du dioxyde d'azote, un gaz brunâtre et nocif. Une épaisse couche d'air putride obstrue 50% des rayons solaires et la température descend jusqu'à moins 12 degrés. En Europe du Nord, la chute des températures menace les nautiloïdes. Leurs œufs, pondus il y a plusieurs mois, ne se développent pas normalement. Le froid a ralenti la croissance embryonnaire, favorisant l'apparition de bactéries. L'espèce est en danger. Les organismes vivants sont adaptés à leur environnement. Si celui-ci est... 3 mois seulement se sont écoulés. Et déjà, les effets secondaires des rayons gamma se font ressentir au niveau planétaire. Pour les nautiloïdes enroulés, la saison des amours bat son plein. Ses cousins des orthocères sont généralement plus petits. Mais leur coquille en escargot est bien plus manœuvrable que sa version conique. Les rites reproducteurs sont plus importants que jamais, car cette fois, la survie de l'espèce est en jeu. Les femelles traquent les mâles. Plus leur coquille est colorée, plus ils ont de chances de les séduire. La reproduction a joué un rôle fondamental dans la survie de ces espèces. La façon dont elles se sont reproduites a autant compté que leur mode de vie. Le monde s'écroule autour de cette femelle, mais elle est bien décidée à assurer l'avenir de sa progéniture. Ses œufs incuberont pendant 8 mois. Seul le temps dira si les efforts de cette future mère porteront leurs fruits. La famine se généralise. Les plus faibles sont les premiers à succomber. Dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique, des prédateurs tels que les euryptérides ont recours à des mesures drastiques pour rester en vie. D'ordinaire, ils ne se démèneraient pas pour l'astrapis, mais la faim les contraint à manger ce qu'ils trouvent. Même des cadavres d'orthocères.
Les gros carnivores qui mangeaient des animaux vivants et parfois des charognes ont sûrement résisté assez longtemps. Mais ils étaient condamnés au même titre que les autres, car la destruction de la chaîne alimentaire a eu un effet boule de neige sur tout l'écosystème. Le long de la côte atlantique de l'Amérique du Nord, les orthocères géants désertent les récifs mourants en quête de nourriture. Ils rejoignent les eaux saumâtres, où règnent les euriptérides. Leur irruption en territoire ennemi réveille les anciennes luttes de pouvoir entre les deux espèces rivales. Personne ne sait avec certitude ce qui a provoqué cette première extinction massive. Mais la théorie des rayons gamma, soutenue par certains scientifiques, peut expliquer cette destruction d'envergure. À des milliers d'années-lumière de la supernova, la Terre est pour l'instant à l'abri des bouleversements de l'univers. Voici notre planète il y a 440 millions d'années, durant l'Ordovicien. Elle est alors très différente d'aujourd'hui. La dérive des continents n'a pas encore eu lieu. Le Gondwana englobe l'Inde et l'Australie, l'Afrique et l'Arabie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Des régions de l'Amérique du Nord et de l'Europe sont concentrées près de l'équateur. La planète est chaude et humide, et le niveau des mers est plus élevé de plusieurs centaines de mètres. Le gigantesque océan Pantalassa baigne la majeure partie de l'hémisphère nord. Il recouvre partiellement les continents, formant ce qu'on appelle des mers épicontinentales. Les mers épicontinentales étaient des environnements marins qui immergeaient en partie les continents. Durant l'Ordovicien, le niveau des mers était plus haut et la plupart des terres étaient sous l'eau. La surface de ce monde ressemble plus à Vénus qu'à notre Terre actuelle. Le niveau d'oxygène est si bas que n'importe quel animal vivant à notre époque aurait des difficultés à respirer. Si un homme avait vécu pendant l'Ordovicien, la très faible concentration d'oxygène aurait rendu une simple promenade sur la plage extrêmement pénible. Les paysages devaient être désolés et très proches de la vallée de la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Californie. Pas de plantes, pas d'animaux. Par conséquent, il devait régner un silence absolu. Aucun des sons associés à la vie animale dans une forêt, comme les chants d'oiseaux ou les bruits d'insectes, ne devait se faire entendre durant l'Ordovicien. La surface du globe est peut-être désolée, mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Cet univers aquatique grouillant de vie, situé dans la région de Las Vegas, sera un jour un désert. Mais pour l'heure, c'est un monde en pleine effervescence, un immense récif corallien. Si l'explosion avait eu lieu plus près, elle aurait soufflé l'atmosphère terrestre. Imaginez-vous assis tranquillement dehors par une belle journée quand soudain, où est passé l'oxygène? Il a été absorbé par l'espace. L'explosion de rayons gamma est ce qu'il y a de plus destructeur pour l'univers. Si elle se produisait trop près de nous, aucune forme de vie ne pourrait y résister. Elle réduirait en cendres la surface de la Terre, la brûlerait littéralement. Rien ne serait épargné. Personne ne sait avec certitude ce qui a provoqué cette première extinction massive.
Mais la théorie des rayons gamma, soutenue par certains scientifiques, peut expliquer cette destruction d'envergure. À des milliers d'années-lumière de la supernova, la Terre est pour l'instant à l'abri des bouleversements de l'univers. Voici notre planète il y a 440 millions d'années, durant l'Ordovicien. Elle est alors très différente d'aujourd'hui. La dérive des continents n'a pas encore eu lieu. Le Gondwana englobe l'Inde et l'Australie, l'Afrique et l'Arabie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Des régions de l'Amérique du Nord et de l'Europe sont concentrées près de l'équateur. La planète est chaude et humide, et le niveau des mers est plus élevé de plusieurs centaines de mètres. Le gigantesque océan Pantalassa baigne la majeure partie de l'hémisphère nord. Il recouvre partiellement les continents, formant ce qu'on appelle des mers épicontinentales. Les mers épicontinentales étaient des environnements marins qui immergeaient en partie les continents. Durant l'Ordovicien, le niveau des mers était plus haut et la plupart des terres étaient sous l'eau. La surface de ce monde ressemble plus à Vénus qu'à notre Terre actuelle. Le niveau d'oxygène est si bas que n'importe quel animal vivant à notre époque aurait des difficultés à respirer. Si un homme avait vécu pendant l'Ordovicien, la très faible concentration d'oxygène aurait rendu une simple promenade sur la plage extrêmement pénible. Les paysages devaient être désolés et très proches de la vallée de la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Californie. Pas de plantes, pas d'animaux. Par contre, si un homme avait vécu pendant l'Ordovicien, la très faible concentration d'oxygène aurait rendu une simple promenade sur la plage extrêmement pénible. Les paysages devaient être désolés et très proches de la vallée de la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Californie. Pas de plantes, pas d'animaux. Par conséquent, il devait régner un silence absolu. Aucun des sons associés à la vie animale dans une forêt, comme les chants d'oiseaux ou les bruits d'insectes, ne devait se faire entendre durant l'Ordovicien. La surface du globe est peut-être désolée, mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Cet univers aquatique grouillant de vie, situé dans la région de Las Vegas, sera un jour un désert. Mais pour l'heure, c'est un monde en pleine effervescence, un immense récif corallien, peuplé de créatures bizarroïdes. On croit souvent à tort qu'il y a 500 millions d'années, la planète était déserte. Bien au contraire, elle était très peuplée, mais différemment d'aujourd'hui. Il y avait sûrement des animaux au fond des océans, dans la colonne d'eau, dans et sur les sédiments. La majeure partie de l'Ouest américain était un habitat aquatique peu profond. Les régions du centre et de l'Est, jusqu'aux Appalaches, étaient des univers marins totalement différents de ceux d'aujourd'hui. Des récifs identiques à celui-ci tapissent le globe. Leurs eaux chaudes et ensoleillées sont idéales pour le développement des organismes vivants. Le long de ces récifs, des trilobites de 60 cm de long errent en quête de nourriture. Ces créatures travailleuses, proches des fourmis, aspirent le fond océanique et le débarrassent du plancton mort, des morceaux d'algues et même des déjections animales. Elles partagent leur territoire avec un nouvel arrivant, l'astrapis, l'une des rares espèces primitives de poissons. Longues de seulement 15 cm, ces petites bêtes auraient tenu dans la paume de la main. Elles présentent une mutation encore jamais vue, une épine dorsale primitive. Des fossiles d'astrapis découverts au début du XXe siècle ont révélé l'existence d'une carapace osseuse externe qui devait protéger la colonne vertébrale.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette créature est l'ancêtre de tous les vertébrés d'aujourd'hui. Elle a donné naissance aux oiseaux, aux reptiles, aux mammifères. De l'extinction ordovicienne, on constate que seules les espèces les plus répandues ont survécu. Si la même espèce est présente sur 5 ou 6 continents, elle a de très bonnes chances de survie. Si elle n'est présente que sur un continent, elle s'éteindra probablement. L'orthocère fait un retour surprenant, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Lui qui mesurait plus de 6 mètres, en fait aujourd'hui la moitié. Il est plus faible que son ancêtre et en permanence menacé. Contrairement à l'orthocère, l'Euryptéride s'est bien sorti de cette première extinction. La proie est devenue un féroce prédateur. Les océans se transforment en champs de bataille. Mais cette fois, l'Euryptéride fait la loi. Dans ce monde en évolution, le scorpion de mer manifeste un comportement des plus curieux. Après avoir tué sa proie, il traîne la carcasse vers le rivage. Plus étonnant encore, il s'aventure même sur Terre. Il est possible que la baisse du niveau des mers ait accéléré le développement de poumons chez les espèces. Dans l'abdomen de l'Euryptéride sont regroupées plusieurs poches d'air. Le sang du scorpion circule par ces tissus et récupère l'oxygène. Une adaptation exceptionnelle, née de la volonté de survivre. Une extinction massive, c'est comme un jardin à la fin de l'hiver. Certaines plantes repoussent et de nouvelles apparaissent. Sans cette première extinction, je peux vous assurer que la faune et la flore qu'on rencontre sur Terre aujourd'hui seraient très différentes. Mais dans ces mêmes eaux, une autre évolution extraordinaire est en cours. Un petit groupe de poissons, cousins des astrapis, a développé une caractéristique unique. Ils se sont dotés de mâchoires. Ces poissons sont appelés acanthodiens. Ce sont des charognards. Grâce à leurs mâchoires, ils découpent la chair à même la carcasse, au lieu d'attendre que quelques restes dérivent jusqu'à eux. Ces poissons qui auparavant se nourrissaient d'algues gravissent peu à peu les échelons de... Mettez l'île d'Hawaï sous un grand bocal en verre, maintenez-le au frais pendant 3 mois, et vous verrez combien de plantes survivent. À mesure que les glaciers envahissent les subtropiques, des icebergs gigantesques font leur apparition. Sous la surface, ils menacent de tout détruire sur leur passage. Tandis que ces montagnes de glace dérivent lentement vers l'équateur, des coraux vieux de plusieurs milliers d'années sont écrasés et broyés, provoquant de terribles dégâts. « 250 000 ans après l'explosion des rayons gamma, le niveau des mers continue de baisser. Des milliers de kilomètres carrés d'habitats sous-marins sont exposés à la rigueur du climat en surface. Le soleil, le vent et la pluie érodent les récifs et les transforment en de vastes déserts. Année après année, le peu de vie qui reste suit le mouvement des océans et les habitats aquatiques se réduisent. C'était une migration forcée, une migration vers un monde meilleur, mais rien n'était moins sûr.
La température de l'eau et des courants avait changé. Le climat en milieu tropical était devenu tempéré et puis froid. Tous ces éléments ont contribué à l'extinction de la plupart des espèces. Mais le processus n'est pas terminé. Quel moyen d'éviter que tout ne soit à la fin englouti dans la mort? Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ. 550 000 ans ont passé. Les températures glaciales ont eu raison des 2/3 du monde animal. Soudain, la planète se réchauffe et les glaciers fondent. Les espèces qui ont survécu à l'ère glaciaire sont confrontées à un nouveau bouleversement climatique. Et comme toujours, les animaux doivent s'adapter pour rester en vie. Quand on regarde l'extinction ordovicienne, L'Euryptéride est gigantesque. Il mesure 2 mètres de long. Ses pattes, appelées chélicères, sont couvertes de piquants. Le dernier chélicère est aplati et forme comme une nageoire qui lui permet de nager. Ces duels face à l'orthocère sont de véritables combats de science-fiction. On aurait pu vendre des billets pour regarder ces deux-là s'affronter. Je donnerais tout pour voir un Euryptéride s'attaquer à un orthocère. Mais bientôt, les règles du jeu vont changer à jamais. Les rayons gamma ont déjà pénétré dans notre système solaire et percé la ceinture astéroïde. Une explosion de rayons gamma est extrêmement rare. D'après les scientifiques, elle ne se produirait que tous les 500 millions d'années. Celle-ci frappera la planète Terre avant la fin du jour. Car ce qui est né doit sûrement mourir, et ce qui est mort doit renaître. Bhagavad Gita, 5e siècle avant Jésus-Christ. Les rayons gamma, des radiations électromagnétiques proches des rayons X, ont des conséquences dramatiques. Il ne leur faut que quelques heures pour traverser l'intégralité du système solaire à la vitesse de la lumière. Et une explosion de rayons gamma frappe toujours sans prévenir. Le moment est venu. Les rayons gamma percent la couche supérieure de l'atmosphère avec une force titanesque. Ils recouvrent partiellement les continents, formant ce qu'on appelle des mers épicontinentales. Les mers épicontinentales étaient des environnements marins qui immergeaient en partie les continents. Durant l'Ordovicien, le niveau des mers était plus haut et la plupart des terres étaient sous l'eau. La surface de ce monde ressemble plus à Vénus qu'à notre Terre actuelle. Le niveau d'oxygène est si bas que n'importe quel animal vivant à notre époque aurait des difficultés à respirer.
Si un homme avait vécu pendant l'Ordovicien, la très faible concentration d'oxygène aurait rendu une simple promenade sur la plage extrêmement pénible. Les paysages devaient être désolés et très proches de la vallée de la mort, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Californie. Pas de plantes, pas d'animaux. Par conséquent, il devait régner un silence absolu. Aucun des sons associés à la vie animale dans une forêt, comme les chants d'oiseaux ou les bruits d'insectes, ne devait se faire entendre durant l'Ordovicien. La surface du globe est peut-être désolée, mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Cet univers aquatique grouillant de vie, situé dans la région de Las Vegas, sera un jour un désert. Mais pour l'heure, c'est un monde en pleine effervescence, un immense récif corallien, peuplé de créatures bizarroïdes. On croit souvent à tort qu'il y a 500 millions d'années, la planète était déserte. Bien au contraire, elle était très peuplée, mais différemment d'aujourd'hui. Il y avait sûrement des animaux au fond des océans, dans la colonne d'eau, dans et sur les sédiments. La majeure partie de l'Ouest américain était un habitat aquatique peu profond. Les régions du centre et de l'Est, jusqu'aux Appalaches, étaient des univers marins totalement différents de ceux d'aujourd'hui. Des récifs identiques à celui-ci tapissent le globe. Leurs eaux chaudes et ensoleillées sont idéales pour le développement des organismes vivants. Le long de ces récifs, des trilobites de 60 cm de long errent en quête de nourriture. Ces créatures travailleuses, proches des fourmis, aspirent le fond océanique et le débarrassent du plancton mort, des morceaux d'algues et même des déjections animales. Elles partagent leur territoire avec un nouvel arrivant, l'astrapis, l'une des rares espèces primitives de poissons. Créant un mélange de gaz toxiques. En s'alignant de nouveau, les atomes forment du dioxyde d'azote, un gaz brunâtre et nocif. Une épaisse couche d'air putride obstrue 50% des rayons solaires et la température descend jusqu'à moins 12 degrés. En Europe du Nord, la chute des températures menace les nautiloïdes. Leurs œufs, pondus il y a plusieurs mois, ne se développent pas normalement. Le froid a ralenti la croissance embryonnaire, favorisant l'apparition de bactéries. L'espèce est en danger. Les organismes vivants sont adaptés à leur environnement. Si celui-ci est modifié, ils sont menacés. S'ils changent radicalement, ils meurent. S'ils ne changent qu'un peu, ils survivent, mais ne se reproduisent plus. Les quelques rescapés de l'incubation voient le jour dans un monde chaotique. Ils passeront la majeure partie de leur courte vie à chercher de la nourriture. Ils sont pourtant mieux lotis que d'autres. Leur solide coquille leur permet de vivre en eau profonde, à l'abri des pires effets du refroidissement climatique. « 10 ans se sont écoulés depuis l'explosion de rayons gamma. Au sud du Mexique actuel, la métamorphose est saisissante. La température de ce récif a chuté de 20 degrés et accéléré la destruction de la chaîne alimentaire. Cet habitat jadis florissant n'est plus qu'un tombeau ouvert. À mesure que les températures chutaient, les animaux capables de se déplacer sont partis. Mais pendant l'Ordovicien, très peu étaient mobiles. Les coraux, les brachiopodes, les éponges, ils restaient fidèles à leur mère natale pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire est arrivé, ils sont morts.
La coquille de la plupart des habitants d'un récif est constituée de carbonate de calcium, qui est très difficile à sécréter dans l'eau froide. Survivre est devenu une véritable épreuve de force pour ces animaux qui ne pouvaient plus fabriquer autant de carbonate de calcium. Et ils ont fini par disparaître. Voici une autre conséquence du refroidissement global. Un climat rude et imprévisible.